petits enfants de la patrie, ave le peuple. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la fusillade de Las Vegas, perpétrée le 1er octobre dernier, le même jour que celui de Marseille, dont ce dernier, tout aussi archi invraisemblable, comme d'habitude et comme celui qui va suivre, mais dont l'officine d'extrême droite israélienne, cite, dirigée par Tatarita, n'aura pas perdu l'occasion de propager les deux pseudo-revendications de l'État islamique. Ah, vous n'avez pas perdu de temps, hein? Et d'abord donc Las Vegas, le Strip, cette grande avenue des hôtels casinos, secteur sous haute tension depuis déjà un moment. Il est un peu plus de minuit là-bas, regardez ce qui s'est passé. Concert de musique country en plein air. Des tirs nourris. Pendant quelques secondes, le chanteur continue. Il ne comprend pas ce qui se passe. La musique continue. Elle s'interrompt, les gens se demandent ce qui se passe, ce qu'on vient d'entendre, ce sont bel et bien des rafales d'armes automatiques. Un homme, au moins un tireur a ouvert le feu sur la foule. Des rafales à l'arme automatique et 22 000 spectateurs totalement à découvert. L'affolement, la panique, certains se jettent à terre. La panique viendra dans un second temps, pour l'instant c'est encore très flou, mais on sait déjà que 2 personnes ont été tuées, que 24 autres ont été emmenées à l'hôpital. Un peu de répit, puis les tirs reprennent. Ils proviennent d'une fenêtre de cet hôtel, le Mandalay Bay. On a bien vu un officier à terre là-bas derrière. Il était à terre à côté de sa voiture. Je ne sais pas pourquoi il était à terre. Les services d'urgence s'activaient autour de lui. Et puis on a vu qu'ils avaient installé une tente de premier secours. Les gens avaient du sang au niveau des chevilles. Les gens disaient qu'on leur avait tiré dessus. Cette femme reste debout. Elle pointe du doigt l'endroit d'où partent les tirs. D'autres à côté tentent de se protéger. On a vu des officiers de police qui allaient dans tous les sens, qui couraient dans tous les sens. Ils venaient par ici, puis ils redescendaient là-bas. Et ils nous ont dit de venir nous mettre ici, parce que là, eh bien, nous étions a priori en sécurité. À chaque fois qu'il s'arrêtait de tirer pour recharger, on se levait et on s'enfuyait. Puis il tirait à nouveau. Alors on se jetait à terre. Il a fait ça au moins 15 fois. La police qui utilise beaucoup de prudence dans sa formulation, mais qui dit que à ce point précis, nous ne pensons pas qu'il y ait d'autres tireurs, ce qui signifierait, encore une fois le conditionnel, que l'opération touche plutôt à sa fin. Les gens tombaient les uns sur les autres, qu'ils soient morts ou vivants. Il fallait rester à terre car à chaque fois que les gens se levaient, ça recommençait. À 5 mètres de moi, il y avait un homme avec une balle dans le cou. En fait, les gens s'effondraient, les uns après les autres. Ce qu'on voit sur une vidéo, ce que l'on entend très distinctement, ce sont des rafales de tir. Mais il est impossible, parce qu'on n'a pas pour l'instant de vidéo du tueur, ou des tueurs. Ce qui est très difficile, c'est de savoir s'il y a une seule personne qui tire ou s'il y a plusieurs personnes qui tirent. Après la fusillade, la police investit le Strip, la plus célèbre rue de Las Vegas. Le bilan est très lourd, au moins 58 morts et plus de 500 blessés. Dans un chaos invraisemblable, les autorités réquisitionnent de quoi transporter les victimes. Et en ce moment, les policiers sont en train de recueillir énormément de témoignages de gens qui vont vous dire j'ai entendu tirer par ici, j'ai entendu tirer par là. Mais c'est parce que évidemment le son a empli tout l'espace, toute l'endroit où se tenait ce concert à ciel ouvert. Il est très difficile pour l'instant de déterminer s'il y a un ou plusieurs tireurs. Le tireur était embusqué au 32e étage du Mandalay Bay, un luxueux hôtel avec vue imprenable sur le lieu du concert. Au petit matin, Las Vegas découvre cette fenêtre brisée. C'est de là que l'homme a tiré. Il s'appelle Stephen Paddock. Il a 64 ans. Moins de 24 heures après l'attentat survenu le 1er octobre à Las Vegas, Tatarita en remet une couche, comme à son habitude, de relayer sur Twitter le pseudo-message certifié des djihadistes syro-irakiens, s'appropriant la paternité de la tuerie et faisant état de la soi-disant conversion du tireur, Stephen Paddock. Personne n'était au courant, même pas ce dernier, mais Bouffe-Mère de TV, lui, vous pisse dessus pour mieux vous dire qu'il flotte. Ils se foutent de nous, hein. Qui ça? Tous. Ils le savent mieux que personne, mais cette fois-ci, ça passera pas. Le FBI affirme que le tueur de Las Vegas n'avait aucun lien avec une organisation terroriste internationale, démentant donc la revendication de l'État islamique relayée par cette crapule. Si effectivement il s'est suicidé, c'est pas un islamiste. Puisque dans les fatwas qu'utilisent ces tueurs, ces terroristes, il est dit que s'ils sont tués par la police, par les mécréants, ils iront au paradis. En général, l'État islamique ne revendique pas ce qu'il n'a pas fait.
Donc, il y a d'autres précédents. Il y a des doutes concernant quelques revendications, comme l'attaque d'un casino à Mani. Mais là, d'un côté, on a la version des autorités qui disent c'est un voleur et l'État islamique qui disent c'est un djihadiste. Il y a aussi le meurtre d'un officier américain en Turquie, où il y a un doute autour de ça. Mais en général, l'État islamique n'a pas revendiqué jusqu'à l'heure des choses qu'il n'a pas fait. Donc, c'est peut-être une première. Mais s'il se tue, à ce moment-là, ils n'iront jamais au paradis car c'est interdit par le Coran. Donc, s'il s'est suicidé, c'était pas un terroriste. C'est ça la première réponse, c'est clair. Ces mecs de Daesh vont bientôt revendiquer aussi le recrutement de Christine Annegault par Ruquier. Mais c'est pas la première fois que cela arrive, puisque même si tout le monde a marché dans la combine, il suffit de se rappeler cette récupération en faisant erreur sur la personne. Mais voilà, 2 heures après, voilà Deepak que Dash Machine revendique l'attentat. Un record. Bientôt, il va revendiquer n'importe quoi, même le temps pour demain. Il affirme que c'est le terroriste Abou Youssef al-Belgiki, qui veut dire Abou Youssef le Belge, qui en serait l'auteur. Ce qui est faux, puisqu'il est bien français et ne porte pas le même nom. Ce qui décrédibilise totalement cette organisation subversive une énième fois. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. En réalité, il faisait référence à un membre de leur mouvement qui avait justement eu l'intention de commettre un attentat sur Paris. À part ça, on continue de faire semblant de croire la version officielle. Au même moment, le New York Times dressait en ligne la liste des fake news relatives au massacre. Il pointe explicite dans l'une de ses infos bidons que le tueur s'appellerait Samir Al-Ajib, sans souligner l'origine exacte de l'intox. Encore Israël, ça continue. Je vous garantis une chose. Nul doute que notre fine équipe de collabos du Codex, affiliée au quotidien Atlantiste Le Monde et prétendument chargée de traquer les fake news, évitera soigneusement, elle aussi, d'exposer en profondeur la fabrique israélienne de cette désinformation. Ce mystérieux lien renvoie au billet publié par le site d'une radio israélienne liée au courant sioniste et religieux, le groupe Arutz Sheva. On découvre que cette radio privée nationaliste s'appuie elle-même sur un entretien diffusé plus tôt par la radio publique israélienne et accordé en direct par un juif résident singulier de Las Vegas du nom de Alon Kelmer. Dès le lundi matin, ça n'a pas raté. Cette antenne d'État diffusait son témoignage. Alon Kelmer est un ex-lieutenant de la marine israélienne et aujourd'hui programmateur informatique issu de la Business Harvard School. Et cet Israélien, basé à Las Vegas, avait prétendu que le tireur, qui se serait soi-disant converti à l'islam à l'âge de 30 ans, était dénommé Samir Al-Ajib. Mais un putain de menteur. Sauf que cette petite ordure avait non seulement menti sciemment, puis l'avait reconnu auprès d'un journaliste du Jérusalem Post, qui l'avait contacté ultérieurement pour obtenir une confirmation. Oh putain l'enculé. Mais le pompon, ce fumier s'est permis de s'en vanter auprès de ses amis, d'avoir ainsi propagé délibérément une histoire juteuse. T'es une belle crevure. Bref, ça donne la même chose, juif qui parle, à vous de dire la suite. Revenons-en aux faits. Premier point. Eric savait de son frère Stephen qu'il était adepte d'armes à feu sans que cela représente, selon lui, un danger quelconque. Oui, il avait quelques armes, mais des armes de poing légales. Bon, il avait peut-être un fusil, mais pas d'automatique. Je sais, je l'ai aidé à déménager. Et puis il n'avait aucune appartenance politique ou religieuse. Comment Stephen Paddock a-t-il fait pour se procurer ces armes automatiques quand on sait qu'avec ce genre d'armes, faut être vraiment accro aux armes, ce qui n'était pas du tout le cas de cet homme. En plus de la condition pour avoir ces armes automatiques, il fallait se soumettre à un an d'enquête sur son passé avant de les posséder. Second point. Comment ce mec de 64 ans a-t-il réussi à faire passer une dizaine d'armes automatiques dans sa chambre louée dans cet hôtel de casino de Las Vegas, un endroit particulièrement surveillé, sans se faire repérer par les caméras de vidéosurveillance? Le tueur, un Américain, un résident de la ville âgé de 64 ans, s'est donné la mort avant que la police ne pénètre dans sa chambre d'hôtel, découvrant au passage un arsenal d'une dizaine de fusils. Un portrait, loin de l'arsenal retrouvé à son domicile et de la revendication de Daesh qui présente Stephen Paddock comme un soldat du califat converti à l'islam il y a quelques mois. Et puis regardez la scène du suicide, parfaitement organisée avec tous les indices à disposition. Ce qui est très commode, c'est qu'on le retrouve suicidé dans cette même chambre après son méfait. Et ce qui ne sera pas surprenant, c'est que pour voir les images des vidéosurveillance concernées, vous l'aurez dans le fion. Troisième point.
Alors on va s'arrêter maintenant sur le mode opératoire de ce tireur avec vous, Dominique Rizet. On va regarder d'abord cette image, ce 32e étage de l'hôtel Mandala Bay, d'où a tiré cet assaillant. Voilà la fenêtre là. Il a donc brisé la fenêtre, il a tiré avec ses mitraillettes. Il en avait une dizaine et ce sont des centaines de tirs, de coups de feu qu'on a entendus. Si ces tirs provenaient du 32e étage, comment se fait-il que les tirs provenaient bien plus bas, soit approximativement au 4e ou 6e étage? Oh shit, Right there, baby. That's the Fourth floor, not the 32nd. Quatrième point. Yeah, I thought it had a positive correlation to it. Like, obviously, she was telling us that either to tell us to warn us or to tell us that we were all going to die, and she was part of it, so. Okay, so they want the description of this woman. Describe to me what this woman looked like. Her and her boyfriend were both Hispanic. They were probably about shorter 5-footers, probably about 5'5", 5'6". They just look like everyday people. Qui est donc cette femme hispanique qui aurait interpellé un groupe de gens parmi la foule assistant au concert, comme quoi ils allaient mourir, soit 45 minutes avant que la police ne l'escorte hors de l'enceinte. Comme vous l'aurez compris, Paddock pourrait très bien être un parfait pigeon, victime d'un meurtre déguisé en suicide, et que le véritable auteur de la tuerie aurait fait le boulot à sa place, et Paddock porterait le chapeau, que cela ne nous étonnerait pas trop. Et enfin, dernier point, les messages étranges de 3 semaines avant le carnage, sur le fameux site de 4chan. Pas de panique, rien à voir avec les dérapages de certains, dont les médias atlantistes avaient profité de l'occasion pour décrédibiliser le site. Ce sont ces messages très intrigants, dont le site de The Bunkage Snob s'est juste contenté de relayer et minimiser sur la forme, sans aucun fond, sinon de prôner la voyance à 2 balles. Peu importe, ces messages restent quand même hallucinants. Premier post le 10 septembre à 21h08. Écoutez, vous me faites de la peine pour certains d'entre vous sur ce site. Alors je vais vous confier un petit secret. Si vous vivez à Las Vegas ou à Henderson, restez chez vous demain. N'allez pas là où il y aurait un rassemblement de grands groupes de personnes. De plus, si vous voyez 3 fourgonnettes noires stationnées à côté, quittez immédiatement les lieux. Signé John. Après avoir posté 2 messages pour relancer son avertissement et de conseiller à certains de se réfugier en Arizona et signifier ses bonnes intentions, voici un nouveau message de cette même personne à 21h20. C'est ce qu'on appelle le projet d'incident élevé. Ils veulent que le public américain puisse penser que les endroits avec une sécurité extrêmement élevée ne sont pas sûrs. Ils essaient de créer davantage de lois. Vous en verrez proposer dans les prochaines années, afin de mettre en place plus de détecteurs de métaux et d'autres dispositifs de sécurité. Les médias et les politiciens diront que des endroits où beaucoup de policiers en auront besoin de plus. Je ne peux pas garantir que quelque chose se produira demain, mais Las Vegas est dans leur esprit. Signé John. Et enfin, plus de 2 heures plus tard, ils publient ceci. Si leur plan réussit, l'État du Nevada passera une loi à l'avenir pour que tous les casinos aient des détecteurs de métaux et des machines de rétrodiffusion obligatoires. Peu de temps après qu'une loi fédérale soit adoptée pour mettre ces machines dans les universités, les écoles secondaires, les bâtiments fédéraux, etc. Ozzy System et Chertoff sont les principaux producteurs de ces machines. Vers 2020, Chertoff et Ozzy fusionneront en une seule entreprise. Après leur fusion, les propriétaires vont vendre tout leur stock et générer des milliards de profits. Monsieur Chertoff a été en contact avec Sheldon Adelson. Monsieur Adelson deviendra un grand sponsor de ces machines et il sera le premier à les mettre dans ses casinos lorsque la loi sera adoptée. C'est mon dernier message pour l'instant. Ne vous attendez pas d'aussitôt. Signé John. Je vous laisse juge de la situation. Si on remontait ces éléments et les accointances, le juif Michael Chertoff a été le secrétaire du département d'État de Homeland Security sous l'administration Bush de 2005 à 2009. Puis il a fondé un groupe de consultants privés sur la sécurité. Et à ce titre intenté en 2010, lors de l'affaire de Land Rover Bauer, sur un vol domestique US,
d'imposer des scanners corporels dans les aéroports. Et il se trouve que son principal client à l'époque n'était autre que Ozzy Systems, proprio de Rapiscan, le fabricant de ces machines. Son dirigeant, Deepak Chopra, est considéré comme un donateur du Parti démocrate et suffisamment proche d'Obama pour des déplacements en Inde à visée commerciale. James Muren, directeur général de MGM Resort International et proprio du Casino Hôtel de Mandala Bay et siégeant au comité consultatif de l'infrastructure nationale, dépendante de Homeland Security. Ce comité discute des moyens à la mise en œuvre pour faire avancer la législation et l'intégration d'une certaine technologie sécuritaire. Ben voyons, faut-il être con pour ne pas le savoir? Des scanners corporels dans les hôtels et casinos. Et pour cela, il faut trouver l'approche idéale pour garantir cette acceptation à la moutonnerie généralisée. Si on regarde l'autre personnage atypique, le juif Sheldon Adelson qui a financé une partie de la campagne de Donny Labrut, dont ce dernier connaît bien Las Vegas et possède même un casino, ça en dit long. Et ça ne ratera pas pour la propagande médiatique, qui répétera tous en chœur le pseudo-problème de la sécurité dans les hôtels. On vous racontera aussi que la Mandala Bay était une cible facile pour le terrorisme, blablabla, et on finira progressivement par les imposer. Ça y est, vous commencez à comprendre, et on se permettra même de faire un joli questionnement sur la possibilité d'intégrer ces fameux scanners corporels. Alors comprenez donc bien que tout cela fait partie de l'expérience que l'Occident doit devenir comme le Moyen-Orient question sécurité. Même si cela vous fait chier, vous finirez par l'accepter au fur et à mesure. Des scanners corporels jusque dans vos lobbies, vos chambres d'hôtel. Et surtout, prétexter de la merde concernant les risques cancérigènes ou sanitaires. Ainsi, vous forcez les patrons d'aéroports européens à ranger leurs matos coûteux pour les remplacer par ces nouvelles machines. Et 2 jours après, l'effet attentat a réussi à convaincre cet hôtel d'obliger à ses clients à passer les détecteurs de métaux. Ben oui, bande de cons. N'oubliez pas qu'il y a un retraité soi-disant radicalisé qui a réussi à introduire sans problème un paquet d'armes semi-automatiques dans un hôtel. Voyons, ne vous inquiétez pas, l'insanité sanitaire est la meilleure des solutions, c'est pour votre bien. Encore une autre couche, Chad Sweet, instructeur en chef au département de Homeland Security et cofondateur justement du groupe Chertoff, qui affirme qu'il n'est pas possible d'éviter ce genre de risque dans une société de liberté, et qu'il existait des technologies de screening pour y remédier. Ben voyons, pas la peine on a deviné. Bref, ces infos étranges, que ce soit un hoax ou pas, sont de toute manière pleines de sens, n'en déplaise à certains, en dépit d'un fantastique effet boule de cristal. Malgré les zones d'ombre et les détails incohérents, le crime aura profité et profitera. Les antiports d'armes vont librement récupérer cet événement afin de justifier le banniment des armes semi-automatiques et le second amendement, même si c'est déjà complètement illégal d'en posséder à Vegas. Et badaboum, voilà pas que la sorcière Clinton nous fait savoir par Twitter un discours pleurnichard du style « Plus jamais ça ». L'ennui est que la NRA n'a strictement rien à voir avec l'obtention d'armes automatiques. Mais grâce à un false flag de ce calibre, cette garce vouée aux Rothschild s'en servira pour défaire la NRA. Conclusion, comme quoi la revendication de Daesh est tombée à l'eau, tout comme la thèse du musulman alcoolique accro au jeu d'argent était un indice plausible. Du coup l'attentat était une fusillade, et le mec, un simple fou. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.